Salam alaikum Zoul, bonsoir. Le patron des patrons de l'armée algérienne vient donc de décider que la seule solution au problème que le régime rencontre réside dans l'application de l'article 102. Eh oui. Comme ça, sans autre forme de procès, et alors que nul ne peut se substituer au Conseil constitutionnel, seul habilité à s'auto-saisir dans ce genre de situation. Mais le généralissime n'en a cure et il ne voit même pas qu'il vient de faire un véritable aveu en la circonstance. Oui, il a donc reconnu, rien de moins, que nous vivons dans une dictature militaire, où la notion d'état de droit n'est qu'un mot creux. Il reste à savoir si la réponse du peuple algérien du vendredi prochain sera comme celle-ci que vous allez voir maintenant. Et ainsi donc, à ce sursaut juste d'une petite vingtaine de millions d'Algériens, le généralissime a répondu par cette proposition de l'article 102. Nous allons en parler avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau pour la première fois Tariq Benouarqa, compositeur d'opéra, le seul compositeur d'opéra en langue arabe. Mais pas seulement. Vous avez composé des musiques pour un tas de gens très connus. Bonsoir, cher Jamaldine. Merci pour votre invitation. Et merci d'être avec nous. En effet, oui, j'ai travaillé pour des illustres artistes à travers le monde, des gens comme Thierry Mugler, avec qui je collabore encore actuellement, ou Beyoncé, ou bien d'autres grands artistes à travers le monde, et dans des contextes musicaux et artistiques très différents, mais qui enrichissent, mais toujours en partant de ce lieu de premier et essentiel qu'est mon pays, l'Algérie. Très bien. Mais quel merveilleux métier que le vôtre, d'être reconnu, d'être payé, d'être admiré, applaudi, en échange de quoi? En échange de jouer. Oui. Vous jouez et on vous paye pour ça. Oui. Et vous produisez de l'art et vous rendez beaucoup de gens heureux. C'est un magnifique métier. C'est une vocation, oui. Une vocation de vouloir faire plaisir. Alors, mon ami Idir Ounourn, que je ne présente plus. Merci. On ne peut pas présenter Idir Ounourn à chaque fois. Merci, vous êtes gentil. Merci pour l'invitation. Je profite juste un petit moment. C'est comme j'ai une pensée un peu de gramscienne. Nous avons devant nous quelqu'un qui va peut-être émanciper nos Algériens par la culture, et la culture universelle surtout, et c'est ce qui est intéressant. Voilà. Je crois qu'il est le fruit même de cette Algérie plurielle. Oui, sûrement. Très riche, très diverse, très créatrice, et on le voit aujourd'hui à travers les images des Algériens dans la rue qui dansent, qui chantent, qui sautent en l'air. C'est magnifique. Alors, nous aurons aussi avec nous au téléphone Amira Bouraoui, Karim Tabou que nous essayons de joindre, il est à l'étranger, Qaddour Chouisha, coordinateur du SE2S, Borhan Messir, fonctionnaire international à la retraite, Moswa Hamouda, consultant international en technologie de l'information, et Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada. Moswa Hamouda nous parlera depuis Londres. Alors, Tariq Benouarqa, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment en Algérie? Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Est-ce que vous vous attendiez à
un tel sursaut, un tel mouvement citoyen? Alors oui, je pense que ça serait prétentieux de dire que je l'aurais appréhendé et que j'aurais pu prévoir la date, ou que j'attendais ça de manière imminente. Mais on sentait tous, et je crois pour en parler avec tous les amis et même français qui sont préoccupés par l'Algérie et son devenir et son présent, que ça nous a surpris. Et en même temps, c'était en nous. Quelque part, c'était une mèche qui était allumée, qui attendait sa flamme. Et la flamme est venue de nous tous, je crois. C'est une sorte de moment historique où, inscrit dans la mémoire d'un peuple, quelque chose se réveille et dit « ça suffit ». Mais tout le monde a cette impression, on en a tous parlé entre nous, avec Idir, cette impression de... Nous pensions tous que nous étions ensevelis définitivement sous des couches successives de cendres, que nous étions éteints de notre propre intérieur, que nous n'existions plus à nous-mêmes. Bien sûr, ça ressemble à une pièce de Tchekhov ou quelque chose comme ça. Oui. Un petit peu des périodes russes où on essayait de s'émanciper du poids du communisme marquant, d'une dictature qui s'était installée, soi-disant, pour le bienfait de tout le monde, qui avait érasé la société, qui avait fabriqué non plus des êtres, mais des individus avec des numéros, là, pour le coup. Mais chez nous, il n'y avait même plus de numéros. Même plus de numéros. Il n'y avait plus rien. Mais on s'est rendu compte par la suite que sous les couches de cendres, la braise était encore là, mais bien sûr, ardente, qui attendait juste de... Mais ça tient de l'incurie des gens qui ont commis ces actes affreux, de ruiner des générations de devenir, la splendeur d'un pays auquel, par ailleurs, ils appartiennent. Il n'y a rien de pire. Quand on connaît le sacrifice de chacun de nous, chacune de nos familles, pour le devenir d'une Algérie indépendante. Vous êtes vous-même le neveu de Jamila Bouherd, qu'on ne présente plus. Et je suis aussi l'enfant de Moudjahidine qui se sont, comme beaucoup d'Algériens, donnés corps et âme pour l'indépendance et la fierté, la dignité de notre nation et de notre pays, de notre culture. Et ce sont aussi des gens qui ont été déçus. Rien de pire que d'aller vivre chez celui qui nous a fait vivre cela. Nous sommes là en France, dans un pays qui a sans doute appris beaucoup de nous, mais nous, qu'avons-nous appris de nous-mêmes? Et le temps de la réconciliation entre les peuples, est-ce qu'il ne doit pas venir un jour? Je pense que une vraie réconciliation En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, et par ailleurs, avec la légitimité du sang, quelque part, de dire qu'il est temps, peut-être, et c'est un appel que je lance au gouvernement français, aux responsables français, il est temps d'ouvrir une nouvelle page de la France-Algérie, de l'Algérie-France, ces deux étoiles de mer qui se font face de part et d'autre de la Méditerranée et qui ont une histoire qui est parallèle. Je vois... Mais dans une perspective d'intérêt bien compris et respectif et mutuel. Sûr, mais regardez, les Gilets jaunes, c'est né à partir d'un problème d'hydrocarbures. Oui, quelque mazout, part, d'essence cette essence dont on ne parle pas, la chose la plus secrète qui puisse être en Algérie, c'est les bureaux de Total. C'est peut-être beaucoup plus secret que les services de renseignement algériens eux-mêmes. Peut-être qu'il y a une communauté de locaux, peut-être qu'il y a une communauté de personnel. En tout cas, cette confondante médiocrité est aujourd'hui insupportable. Et je suis venu avec grand plaisir et répondre à votre invitation pour montrer, non pas, je n'ai aucune légitimité politique, ni je viens intervenir comme vous avez celle d'être un citoyen algérien. Voilà, c'est celle-là que j'ai la plus importante. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Voilà, pour dire simplement, voilà, moi qui suis un homme du cœur et du partage, de la culture et de l'art, je veux voir mon pays libre. Voilà. Idir, oui. De citation en citation, je me suis rappelé une citation que j'adore, franchement. Je ne sais plus de qui elle est. Ils nous ont enterrés, mais ils ont oublié que nous étions des graines. C'est magnifique. On a l'impression que c'est ce qui se passe. Tout à fait. C'est sorti d'un coup.
C'est sorti d'un coup, personne ne l'attendait, mais c'est pas 300 000, comme le disait le France 24 ou certaines chaînes de télévision françaises, quelques centaines de milliers, c'est des millions. Tout à fait. Et Reuters, à travers comment dire, des statistiques satellitaires pour essayer de compter les manifestants, a parlé de 17 à 20 millions de manifestants. Tout à fait, c'est une nouvelle technique moderne pour essayer de chiffrer le nombre de manifestants, tout à fait. Mais il y a cette idée de la cristallisation dont parlent les poètes ou les grands esprits de la littérature française comme Proust. Ils parlent de l'amour qui se cristallise à travers des rencontres, à travers des frustrations, à travers une attente. Souvent, on peut dire que voilà, c'est quelque chose que la liberté du peuple algérien, c'est quelque chose qui a été travaillé dans le cœur de chacun, qui appartient, voilà, qui n'est pas un territoire que l'on peut envahir, que l'on peut prendre avec une armée, une police, une milice. C'est quelque chose qui existe et qui éclate aujourd'hui aux yeux de tous, qui donne la démonstration de l'harmonie de ce peuple. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour dans la rue algérienne. Mais absolument, c'est le mot qu'il faut dire. Des gens qui s'embrassent, qui s'étreignent, qui nettoient la rue après y avoir manifesté. Et on est fiers de notre pays. Alors, nous avons Amira Bouraoui avec nous. Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Amira, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à vous tous. Merci. Alors, Amira, d'abord, on nous apprend que vous avez claqué la porte de Mouatana ainsi que Sofiane Djilali. Vous confirmez? Claquer la porte, c'est pas vraiment l'expression que j'aurais utilisée. Disons que ça a été une très très belle aventure que j'ai vécue avec Mouatana. Ça fait quand même presque une année qu'on s'était opposés donc ensemble au 5e mandat. Bon, la majorité des membres de Mouatana avaient milité déjà contre le 4e et le 3e et contre le viol constitutionnel en 2008. Donc c'est toute une histoire. C'est des gens que je respecte beaucoup. C'est des gens qui ont beaucoup apporté à la lutte. Mais il arrive un moment où peut-être il y a des visions qui divergent, donc j'ai préféré effectivement me retirer. Et puis je reste quand même citoyenne, même si je ne suis plus dans le mouvement citoyen Mouatana. Alors Amira, donc Monsieur Gaïd Salah nous sort cette histoire d'article 102. Après que les Algériens l'aient exigé, revendiqué à corps et à cri pendant des années, et pendant lesquelles il leur a répondu qu'il n'était pas question que Fakhamatouhou, comme il dit lui, Fakhamatouhou, chef d'état-major, ministre de la Défense, chef des forces armées, président de la République, chaque fois il présente avec cette litanie d'étiquettes qu'il était très bien comme il était, que c'était lui qui dirigeait, que tout ce qu'on pouvait raconter sur son état de santé n'était que racontard. Et là, c'est lui qui demande l'application de l'article 102 à 1 mois de la fin de mandat. Vous imaginez, à 30 jours. Et des gens sont en train de dire « Ah, mais c'est un coup de maître, là ». Alors, au moment où beaucoup d'Algériens disent « Non, non, c'est pas un coup de maître. C'est un coup fourré, c'est un coup tordu, c'est un coup de Trafalgar, c'est un coup de Jarnac, c'est un coup tout ce qu'on veut, sauf un coup de maître. Votre avis ? Alors, d'abord, il y a une grande différence entre l'armée, Jaysh Watani Shabi, et la personne de Gaïd Salah. La personne de Gaïd Salah qui a été vraiment énormément dans l'incohérence la plus totale. On remonte à quelques semaines à peine, Monsieur Gaïd Salah disait que c'était Atraf Tuharrik Shara. On revenait à l'éternelle chanson de Ayadi Kharidjia de 2014. C'était vieux comme le monde, se discréer. Et ce monsieur-là qui parle aujourd'hui et qui introduit l'armée quelque part en politique et qui disait pendant des années que l'armée ne se mêle pas de politique, change tout à coup d'avis. Ensuite, Monsieur Bouteflika, il est malade depuis très longtemps. L'article 102, ça faisait des années qu'on le réclamait, nous, en tant qu'activistes, en tant que militants. En 2016, on avait mis des t-shirts marqués 102 dessus.
il vient le policier, il reçoit l'ordre dans son talkie-walkie, et ils nous ont emmenés au commissariat. Aujourd'hui, cet article-là est soit dépassé, ou alors la personne qui demande à ce qu'il soit appliqué, ce n'est pas ses prérogatives. Chez Gaïd Salah, il est quoi en fait? Quand on définit le système algérien, c'est quoi? Contre lequel ont milité énormément de courants, de personnes. C'est le choix du président de la République, c'est l'armée, ou je dis pas l'armée, mais c'est les responsables militaires qui choisissent à chaque fois le président algérien. Et en fait, c'est ça la définition du système aussi. Mais là, Gaïd Salah vient de le reconnaître publiquement de façon on ne peut plus claire. Il a dit la seule option valable est celle de l'article 102. Et tout aussitôt, le Conseil constitutionnel a obtempéré et, nous dit-on, s'est réuni. Je n'ai pas encore lu qui s'était réuni. Je n'ai pas cette information. C'est ce qu'on nous dit. Je ne confirme rien. C'est ce que nous apprenons. Voilà. Oui, peut-être. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de gens qui militent pour appliquer un article et qui aurait dû d'ailleurs être appliqué depuis longtemps, voire se limiter aux 2 mandats comme le stipulait la Constitution. Tout ce beau monde, Romuz Nedam, les symboles du régime, ont tous fait en sorte que Bouteflika puisse violer une constitution, se maintenir pour un 3e, un 4e mandat, et il y a à peine un mois, tous ces gens-là étaient pour un 5e mandat, tout en sachant que M. Bouteflika ne s'est pas adressé à son peuple depuis plus de 6 ans. Il faut un minimum de cohérence. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de sauver le système. Et, bien sûr, de sacrifier Bouteflika, qui était déjà sacrifié. Ce qui se passe aujourd'hui dans la rue et depuis plusieurs semaines, c'est une révolution. Et une révolution qui va se poursuivre dans le temps. C'est une révolution de la pensée. Tout ça est le fruit d'une conscientisation qui vient de très loin, comme le disait monsieur tout à l'heure. C'est des générations qui ont milité. Beaucoup sont morts, beaucoup ne sont plus là. J'aurais aimé que monsieur Aït Ahmed soit là, que Boudief qui a payé ça de sa vie, lui, il voulait se débarrasser de l'un des symboles du système qui est le FLN, le sigle confisqué. Parce que c'est ça le problème qui s'est passé. La première révolution qui a fait sortir le colonisateur, c'est tout un peuple qui l'a faite. Et au lendemain de l'indépendance, ça a été confisqué via ce sigle-là du FLN, qui représente la colonne vertébrale du régime. Il n'y a pas que lui, bien entendu. Il y a le RND. La colonne vertébrale du régime, j'ai l'impression que c'est loin d'être le cas. C'est un périphérique, c'est un relais social, sociopolitique, de flicage, de propagande. Mais dire de lui qu'il est la colonne vertébrale, moi je dirais que c'est plutôt l'armée. Le RND aussi, non, mais l'armée ne peut rien sans ses affiliés. Et quand je dis l'armée, je répète encore, il est hors de question de remonter un peuple contre son armée, parce que l'armée, c'est aussi le peuple. C'est des centaines de milliers de personnes, ce sont des Algériens, la majorité, et comme le peuple et à la position du peuple était contre ces mandats qui se succèdent, le viol de la Constitution, attention, il n'y a pas une famille où il n'y a pas un policier, un militaire, etc. Et tout le monde sait qu'on parle de celui qui parle au nom de l'armée. Et restez avec nous, Amira Bouraoui, je reviens à vous tout à l'heure. Nous avons avec nous Qaddour Chouicha. Merci d'être avec nous, Qaddour Chouicha. Allô. Allô, merci, bonjour. Oui. Alors, Qaddour Chouicha, que vous inspire donc cette déclaration de M. Gaïd Salah et les réactions qui commencent à se faire jour ici et là, qui rejettent en bloc et sans condition une telle proposition?
Merci pour votre invitation. Le salut à vous, à vos invités Merci. et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Ce que m'inspire le discours du premier général de l'armée algérienne, c'est-à-dire que depuis le 22 février, on a réussi à abattre toute la vitrine civile démocratique de ce régime. Ça a fait un plaf extraordinaire. Il ne reste maintenant que le vrai détenteur du pouvoir qui peuvent agir. Je me rappelle, il y a très longtemps, vous m'aviez posé la question en direct comme ça, qui est-ce qui commande en Algérie? J'avais dit ceux qui ont les armes. Et c'est un peu plus complexe dans le sens où ceux qui ont les armes entre eux-mêmes ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, chacun avait placé dans cette vitrine civile ses hommes à lui. Et malgré tout ça, toute cette vitrine s'est effondrée. Et c'est ceux qui ont les armes qui sont obligés maintenant de parler, de dire, bon, c'est nous, nous allons décider. Et j'espère Alors, que la Kadour Choucha, population... une information avant de vous laisser poursuivre, une information qui vient de tomber. Alors, le personnel fonctionnaire de Saïd Bouteflika, qui est conseiller, n'est-ce pas, de son frère, conseiller auprès du président de la République. Le personnel constitué des conseillers et des fonctionnaires et des rédacteurs, c'est très important, des rédacteurs, viennent d'entrer en grève et dénoncent Saïd Bouteflika comme ayant confisqué les sceaux de la République. Le cachet avec lequel ils mettent le tampon, comme on dit, sur les décrets. La symbolique. La symbolique. Et ils disent que c'était Saïd qui rédigeait les lettres qu'on attribuait au président, et ils disent que c'était eux-mêmes qui les rédigeaient. Donc voilà, et ils menacent de rejoindre le mouvement citoyen. Et je vous laisse poursuivre Kadour Choucha. Est-ce qu'ils n'ont pas ajouté ou est-ce qu'ils mettaient le cachet dans sa voiture, dans sa poche, dans son domicile, au bureau? Dans Non, son ça, bureau, c'est ils ont précisé dans son bureau. Non, ça c'est des racontards pour dire que ceux qui avaient décidé, qui prenaient les décisions, c'est pas l'armée, c'est juste un petit groupe, c'est Saïd Bouteflika. Est-ce que un Algérien sensé peut croire que Saïd Bouteflika a commandé l'Algérie devant ce groupe de généraux sanguinaires et que ces généraux se sont mis tranquilles devant lui en lui disant tu peux faire tout ce que tu veux, nous on ne fait que passer. Non, ça c'est des racontards. Ça. Oui, mais l'information, on essaie de trouver des coupables, tout on n'est pas en simplement. train de dire l'information a paru dans la presse et moi personnellement, je ne vois pas où serait le problème. Ils peuvent très bien se mettre d'accord sur le dos des Algériens. Que c'est un partage des rôles. Saïd Bouteflika qui nomme, qui dégomme, qui limoge, qui attribue des crédits, et les militaires qui prennent leur part de ce qu'il faut, c'est des brisés, des chasses gardées pour chacun, bien délimitées. Où serait le problème? Non, moi je ne crois pas du tout à ça. C'est ceux qui ont les armes qui décident. Maintenant, ils peuvent utiliser tous les éléments civiques qu'ils ont, en les mouillant même, en leur disant vous pouvez vous servir, c'est gratuit. Parce que quand les gens se servent, ils sont liés par la corruption, ils sont liés par les dossiers. Voilà tout simplement. Mais me faire croire qu'il y avait Saïd Bouteflika tout seul, là, le petit ogre méchant qui conduisait toute l'Algérie et tout le monde qui se mettait à plat ventre devant lui, ça je n'y crois pas. C'est tout simplement maintenant on veut chercher des coupables pour dire ah non, ça, regardez, on a trouvé le vrai coupable, on va le chasser, ces fonctionnaires se sont mis en grève, donc ceux qui restent ne sont absolument pas coupable de ce qui s'est passé, il faut même disculper. Non, qu'est-ce que vous pensez de la presse? Il faut revenir aux vrais coupables. Qu'est-ce que vous pensez de la presse qui relaie ce genre d'informations? Chorouk, en l'occurrence, qui vient de balancer cette information. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire un petit truc que je n'ai jamais dit. À l'époque, moi, je connaissais Saïd Bouteflika qui était au CNES avec moi dans le syndicat. Avant même que son frère soit vraiment président, il était candidat, donc il cherchait à recruter du monde. Il m'avait informé, à l'époque, c'était donc 99, qu'ils avaient déjà prévu de créer 5 journaux pour contrecarrer les journaux qui existaient. Donc je pense qu'il ne faut pas être innocent. Ces journaux ont été créés, que ce soit directement par l'État ou bien par les oligarques qui sont liés à l'État. C'est pour justement empêcher, c'est pour faire en sorte de créer
une opinion publique qui leur soit favorable. Et je pense qu'on vivra pendant un certain temps beaucoup de ce type de nouvelles qui aura pour but simplement de nous empêcher de comprendre la situation réelle. Et lorsqu'on ne comprend pas la situation réelle du pays, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Donc c'est pourquoi ce type de décision, ce type d'information qui veut faire diriger tout le regard vers une personne ou deux ou quatre ou cinq ou 10, en nous mettant ou bien en cachant le pouvoir occulte de ceux qui ont les armes, je pense que ça va nous mener à la catastrophe. Mais Khader Chouicha, une dernière question. Mais il y a quelque temps, ils étaient en boussade, ils étaient copains, comme j'allais dire un mot. Ils étaient très gentils, très sympas les uns avec les autres. On n'entendait jamais de fuite de ce genre. Est-ce à dire qu'ils sont à couteau tiré aujourd'hui? Non, maintenant j'ai dit, toute la vitrine s'est effondrée. Je pense que la grande erreur qu'ils ont fait, c'est le 5e mandat qui a été ressenti par la population comme l'humiliation de trop. Je pense qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire passer le 5e mandat comme le 4e, en forçant un peu la dose, mais ça a été l'humiliation de trop et la population s'est réveillée. Et maintenant, ils sont en train de gérer comment essayer de ne pas trop perdre, parce qu'ils ont confectionné un État. Je ne dis pas depuis 20 ans, c'est absolument faux. Depuis très longtemps, ils ont confectionné un État, ce qu'on appelle l'État profond. Ils l'ont confectionné et ils n'ont pas envie de le perdre maintenant. Donc ils ont envie de conserver certaines structures, certains appareils. C'est pourquoi, quitte à lâcher quelques-uns et récupérer le gros de l'affaire. Mais nous, je pense qu'on doit être clairvoyant là-dessus. Pour la première fois que l'armée sort en face et dit « je décide », il faut que maintenant nous restions sur la même ligne en disant « nous, ce qu'on veut, c'est tout le changement global du système. On ne veut plus de vous. À la limite, on veut revenir à la primauté du politique sur le militaire, mais réellement, pas simplement dans les phrases. » Donc je crois qu'il faut se méfier de ce type d'informations et qu'il va y avoir, je pense, un grand nombre de ce type d'informations pour nous faire dévier de la trajectoire sur laquelle s'est engagée la population en entier. On n'a pas maintenant à faire des fautes ou des erreurs stratégiques qui vont se retourner contre nous. Merci Khader Chouicha, au plaisir de vous retrouver parmi nous. Alors, Idir, commentaire sur cette info. C'est vrai, d'une certaine manière, ce que dit Khader Chouicha. On imagine mal le cachet, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, c'est le garde des Sceaux généralement qui a les cachets, et ce n'est pas l'essentiel. Quand on est d'accord sur un décret, il n'est pas nécessaire d'avoir le cachet. C'est très marginal, moi je pense. Ouais. Et puis l'essentiel est ailleurs, le cœur de cible est ailleurs. Est-ce que ce ne serait pas un règlement de compte pour élaguer les branches mortes, commencer à jeter en pâture les personnes les plus impopulaires, jeter en pâture à la foule pour nous calmer un peu, nous faire oublier l'essentiel? On l'avait dit déjà la semaine dernière, il fallait des gestes forts. Il y a eu la démission de M. Yahya, M. Bedoui a été nommé, il n'arrive pas à nommer son gouvernement. Ça aurait pu être avec la feuille de route. Je pense qu'il faut recentrer, il me semble, de manière politique, le débat. On a un triptyque là, on a l'ex ou le pouvoir présidentiel animé par le président et sa fratrie. On avait en face une opposition qui avait plusieurs sons de cloche, et des groupes par-ci et des groupes par-là, et qui n'avaient pas de solution non plus. Et la rue qui manifeste. C'est pas vraiment une aussi. Oui, oui. Et la rue qui manifeste allègrement, de manière festive, donnant une leçon à toute l'humanité de tout ce que peut comporter comme civisme et comme éducation notre jeunesse et notre peuple. Mais, excusez-moi, il y a un problème de solution. La rue, elle seule, n'a pas la solution. L'opposition n'a pas la solution parce qu'elle est divisée. Et le pouvoir est joué sur du velours. Ce qu'il faut acter là pour l'article 102, parce que pour moi, le général-major Gaïd Salah a convoqué l'article 102. Oui. Ça n'arrange pas tous les politiques, parce que certains politiques misaient sur quoi? Sur une transition sur laquelle ils pouvaient éventuellement rebondir pour aller au présidentiel futur. Or, si on revient à l'ordre constitutionnel et qu'on parle d'appliquer l'article 102, on va vers un processus électoral dans 80 jours, 45, dans à peu près 4 mois. Et ça n'arrange pas toutes les branches de la société ou tous les courants et certains courants de partis politiques.
Donc, à ce Mais il y a moment-là... un problème, Edir. Oui. Il y a un problème. S'il n'y a pas eu cette convocation de l'article 102, Oui. supposons que Bouteflika accepte de partir à la fin de son mandat, Oui. c'est-à-dire dans un mois, Tout à fait. d'accord. Oui. Or, entre-temps, il avait invalidé les élections, annulé, Oui. ça veut dire qu'il n'existe plus, Tout le à processus fait. a été interrompu, Entièrement d'accord. et il ne peut pas se faire remplacer par le président de la PN du Sénat, Tout à puisqu'il n'y a pas eu d'empêchement. Alors, Puisqu'il est arrivé en fin de mandat. à Donc, fait. qu'est-ce qui se serait passé? Ça Alors- aurait été l'impasse la plus totale. Alors, d'un point de vue juridique, on en avait même parlé un petit peu, on essayait d'évaluer ou d'envisager un artifice juridique qui aurait pu permettre l'ouverture et diminuer l'intensité de la crise dans un premier temps. Le souci, c'est quoi, là, aujourd'hui? C'est que la solution de la démission, comme le suggère M. Yahya, qui ne manque pas d'air, entre parenthèses, et la convocation de l'article 102. C'est que nous ne sommes plus dans un processus révolutionnaire qui met de côté la loi fondamentale qui est la Constitution. Maintenant, faudrait-il savoir si notre révolution, moi je l'appelle révolution, à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, la Constitution, on la met de côté, on passe à une étape de transition. On trouvera les artifices par lesquels il y aura une présidence de l'État, un gouvernement de salut public ou un gouvernement de commando, entre guillemets, je ne pense pas à Gaïd Salah, parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos raisonnements, c'est bien qu'on manifeste, c'est bien, mais les indicateurs économiques sont au rouge. Et dans ce cas-là, dans 1 an et demi, c'est la catastrophe pour notre pays. Donc il y a plusieurs niveaux d'analyse sur lesquels on doit s'articuler. Et moi, si vous le permettez, M. Bachir, moi j'appelle les syndicats autonomes à ne pas appeler à des grèves dans 4 ou 5 secteurs. Il faut qu'il y ait une petite continuité de l'État des services publics. Vous me l'avez suggéré tout à l'heure, l'hôpital, l'éducation nationale, il y a des examens pour nos enfants. Moi, ce n'est pas le cas pour moi. Les PTT pour les salaires, le trésor public pour les salaires, et tous ces corps... ces corps-là de l'administration d'urgence ne doivent pas faire grève. La grève ne peut être utilisée contre un éventuel rapport de force, à ce moment-là, avec l'état-major. Alors, une autre information qui vient de tomber, Chorok, toujours le même, qui semble avoir été choisi par... Chorok, c'est le matin, c'est ça? Non, Chorok, c'est en arabe, c'est Chorok. Oui, c'est l'aube ou c'est l'aurore. De Ali Fodel, très connu. Alors, curieusement, il semble avoir été choisi pour diffuser ce genre d'informations. On nous apprend donc que le Conseil constitutionnel, alors c'est vraiment le pays des miracles, il n'a pas décidé. Il a proposé au Bouteflika de choisir une des 2 options. Soit la démission de leur propre gré, pas au président et à son frère. C'est incroyable, ça veut dire que c'est une reconnaissance de facto et de jure que Bouteflika ne gouvernait pas, que c'était son frère qui gouvernait à sa place, qui le démissionnait, qui écrivait ses lettres. C'est un aveu gravissime. Alors, il demande à Bouteflika et son frère de choisir, ou à sa famille, entre la démission ou l'autre état d'empêchement, qui est donc l'état de santé, ou la vacation du pouvoir par décision médicale. Beaucoup de points, cher Jamel Eddine. Oui. Premièrement, la responsabilité des dirigeants, des ex-dirigeants actuels, on pourrait les appeler comme ça, avec cette espèce de formulation un petit peu étrange, mais qui tient plus à leur action qu'à nous-mêmes, citoyens algériens, qui auraient aimé qu'ils soient déjà partis depuis bien longtemps, voire même qu'ils soient que des souvenirs de rêves pas très agréables qui n'ont jamais existé. Mais ils ont existé, et le bon goût commanderait à ces gens-là qu'ils s'effacent, mais on sait aussi leur mauvais goût et leur constance en ces termes-là. Et je voulais dire que toutes ces histoires de cachets, de choses comme ça, qui sont ces fake news, comme pour utiliser des termes qui sont à la mode, moi, ça m'inspire quelque chose. Ça m'inspire que personne aujourd'hui n'est en situation de pouvoir réellement prendre des responsabilités pour offrir ce que la population algérienne exprime dans son intégralité, quasi-intégralité, y compris les corps constitués. Et je suis d'accord avec madame qui était votre invitée pour réaffirmer que l'armée algérienne, les corps constitués, ce sont des Algériens qui sont partie prenante, et eux, et de leur famille, dans leur cœur et dans leur âme, de ce qui se passe dans la rue.
Et ils font leur devoir dans leur neutralité, de par leur neutralité. Et je tiens à lancer d'ailleurs à tous nos soldats et à nos policiers tout le respect, la considération qu'on peut avoir pour eux aujourd'hui. C'est d'accompagner avec la grande dignité avec laquelle ils l'ont fait jusqu'à présent. Et j'espère et je sais que ça sera le cas dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question pour un citoyen, c'est quand ces gens-là vont partir et qu'enfin l'Algérie nouvelle va naître. Et là, ce n'est pas un bateau qu'on laisse en pleine mer sans commandant. Il faut tout de suite... J'ai une autre question à poser. On parlait des sceaux de la République. Quelle signature fut acceptée? Laquelle des signatures pouvait-elle être acceptée dans le passé? Il y a encore un mois, quand tous ces gens parlaient d'un 5e mandat, quand tous ces gens étaient en train de parler d'un président, c'est pas faire offense à cette personne que je respecte en tant que personne, une vieille personne qui aurait dû être médicalisée, et à qui on aurait dû permettre une autre sortie. On ne peut pas plus médicaliser. Voilà, je veux dire... Mais pour la maintenir en vie. Quoi. Voilà, cette personne aurait peut-être mérité une sortie plus honorable, c'est ce que je voulais dire. Pouvoir se reposer. Mais moi, ma vraie question, c'est quand on a signé au nom de l'Algérie, au nom de qui on a signé? Qui a signé? Ces sceaux, pour moi, sont caducs. À partir du moment où cette république-là, c'est les républiques des copains, c'est la république des affairistes, c'est la république des gens qui ont confisqué l'Algérie aux Algériens, ben, tout ça n'est que du vent. Moi, ce que j'ai envie d'évoquer, c'est l'avenir de l'Algérie. Dans quels termes on peut la poser et l'imposer aux forces qui maintiennent pour l'instant le pays en place. En tout cas, je m'excuse s'il y a trop de questions que je pose en même temps, c'est parce que ça tombe, c'est en train de tomber en ce moment. C'est des informations factuelles qu'on ne peut pas mettre à côté, qui viennent occuper. Alors, le مجلس الدستوري اجتمع في دورة طارئة اليوم لدراسة طلب الجيش. Il confirme à la demande de l'armée. Le Conseil constitutionnel s'est réuni à la demande de l'armée pour décider de l'application de l'article 102. C'est incroyable. C'est constitutionnel en soi. Mais c'est incroyable. Oui. Le Conseil constitutionnel, qui est garant des grands équilibres constitutionnels, et qui vient nous dire qu'il s'est réuni à la demande de l'armée. Alors que la Constitution précise très clairement que le Conseil constitutionnel ne peut que s'autosaisir. Nul ne peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est le sens même d'un Conseil constitutionnel, c'est son indépendance. Ouais. Alors, avec nous, Mostafa Hamouda, qui est donc expert international en technologie de l'information. Marhaba bik, Mostafa, merci d'être avec nous. Salam, Jamal. Alaykoum salam de Londres, hein, Mostafa, et depuis Londres. Alors, les informations se précipitent. On nous dit que le Conseil constitutionnel s'est réuni à la demande de l'armée. C'est ses propres termes. Ce sont les termes du Conseil constitutionnel. Nous sommes réunis à la demande de l'armée pour étudier le cas de l'application de l'article 102. Ça ne vous semble pas totalement ahurissant, ça? Allô, c'est Jamal. Oui, on vous écoute. Quel grand plaisir de te retrouver, mon cher ami. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais commencer tout simplement par saluer tes invités, tous les téléspectateurs à travers le monde, et surtout cette belle vingtaine de millions de vrais Algériens qui ont pris d'assaut toutes les grandes artères d'Algérie. Maïna, Maïna, Maïna. Si Jamal, franchement, nous vivons des moments que je ne pourrais qualifier. Du 22 février à ce jour, les ténébreux du système nous ont au départ traités de tous les noms d'oiseaux, à commencer par rêveurs, dormeurs, mains de l'étranger, sionistes, qui voulons faire de l'Algérie une autre CI. Et devant la véritable force du peuple, la force du peuple, ils ont changé de cap. De toute façon, c'est dans leur nature, c'est des caméléons. En tout cas, les voilà qui tarissent d'éloges ce grand peuple et à vouloir se joindre à nous pour crier tous nos slogans, à commencer par Arhalou. Mais Mostafa, le patron de l'armée semble
avoir cru qu'il vient de siffler la fin de la partie, puisque non seulement il a exigé l'application de l'article 102, exigence à laquelle a répondu tout de suite le Conseil constitutionnel qui s'est réuni, qui a fait des propositions d'un côté à la famille de Bouteflika pour lui laisser le choix entre la démission ou la décision de vacation du pouvoir, ce qui est complètement aberrant, parce qu'on ne laisse pas le choix, on décide de ce qui doit être fait. Et de l'autre côté, le Conseil constitutionnel déclare s'être réuni à la demande de l'armée. C'est tout de même incroyable. Et d'après vous, est-ce que réellement ça va être un coup de sifflet de l'armée aux manifestations, d'autant plus que M. Gaïd Salah a menacé de façon sibylline les manifestations, les accusant de pouvoir devenir un terreau fertile à l'instabilité qui pourrait s'installer? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas vraiment juriste pour polémiquer là-dessus, pour dire si c'est légal ou non. Mais je sais une chose, que l'armée sous la houlette du maréchal Gaïd Salah. Maréchal, vous lui avez donné un grade supplémentaire? Le maréchal Gaïd Salah. Ouais. Parce que dans un pays sans président, tout le monde a le droit de se galonner à sa guise. Ce grand monsieur par la taille, et non pas par les ménages, fait semblant de venir au secours de ce grand peuple en détresse, d'après lui, en demandant l'application de la loi 102. Alléluia! C'est vrai qu'avec l'âge, on devient un peu amnésique, mais il y a des choses que le peuple algérien n'oubliera jamais. Je vous dis une chose, si jamais. Où était Gaïd Salah quand la Constitution a été violée en 2008 pour permettre à Bouteflika de se présenter et être élu avec une fraude massive? Où était Gaïd Salah en 2014 quand on avait cautionné la candidature d'un président presque mourant, dans un état encore plus grave que celui d'aujourd'hui, et avec l'aval de cette même armée? Où était Gaïd Salah quand on a rempli une salle à craquer par des cachiristes et des corrompus pour scander au 5e mandat? Je me pose la question, où est passé tout ce moment? Où était Gaïd Salah quand on tabassait des médecins et des avocats? Où était Gaïd Salah quand les quelques nouveaux riches préfabriqués par le système pour dilapider le pays? Où était Gaïd Salah quand on a gaspillé 1000 milliards de dollars pour se retrouver en face de la planche à billets? Où était Gaïd Salah quand les forces extra-constitutionnelles se faisaient passer par le président et même outrepasser ses prérogatives? Mais Moustapha Hamouda, cette histoire d'appel à la 102, s'il vous plaît, si jamais. oui. C'est une duperie, ils veulent nous bercer. Mais je voulais juste vous faire remarquer, Moustapha Hamouda, qu'en fait, Gaïd Salah est le patron de l'armée, mais il n'est pas seul. Sans tous ceux qui sont autour de lui au niveau de l'état-major du haut commandement de l'armée, il ne pourrait pas se permettre de telles oukases, de telles décisions. Vous le savez très bien, Moustapha Hamouda. Moi j'appelle ça, si jamais, ils sont tellement d'une malice et d'une ruse qu'ils peuvent me jouer n'importe quel tour. Moi j'appelle ça un oxymoron. Je lis dans cette manœuvre manu militari pacifique. C'est un mot que j'invente. Il n'y a pas de manu militari pacifique, mais ils ont la ruse de nous créer cet oxymoron. Ils veulent nous prendre par la ruse. L'armée se rapproche du peuple depuis quand? Depuis quand que notre armée aime son peuple? Depuis quand? Ils sont là, ils veulent par cet appel dire aux Algériens que 62, 65, 67, 88, 91, tout ça c'est fini. Pour qu'en quelque sorte, quelque part, nous ramener leur président, parce que croyez-moi, Jamal, le président ne viendra que par l'armée et il ne sera cautionné que par l'armée. Merci, Moustapha Hamouda. Au plaisir de vous retrouver dans une autre émission, Inch'Allah. Alors, Amira Bouraoui, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. À votre avis, vendredi prochain, est-ce qu'il y aura une réponse appropriée à tout ce micmac, à cette proposition de M. Gaïd Salah, à cette réponse très diligente du Conseil constitutionnel qui, enfin, a décidé de se bouger parce qu'on lui a claqué des doigts. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer vendredi? Bien sûr, moi, bien sûr. Je pense que le peuple sera encore dans la rue comme il l'est. Il ne va pas
se laisser voler sa révolution parce que Gaye Salah s'est réveillé de sa sieste et qu'il a fait du pied au Conseil constitutionnel qui lui répond. Regardez le degré d'inculture politique chez tous ceux qui ont été choisis pour leur aplaventrisme par ce régime-là. C'est-à-dire aller pousser la bêtise jusqu'à répondre à Gaye en disant que le Conseil constitutionnel se réunit à la demande de Gaye Salah. C'est le non-sens. Ceci dit, je rappelle encore une fois, l'armée, ce n'est pas Gaïd. Et Gaïd, il n'est pas l'armée. Il représente sa personne, il occupe un poste, mais l'armée, elle est au peuple, elle est celle du peuple. Mais Amira Bouraoui, pour parler, et je donnerai la parole ensuite à Idil, mais restez avec nous. Amira, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu du populisme que de dire de l'armée que c'est le peuple, que c'est la légalité? Sans l'armée, Amira Bouraoui, sans l'armée, on n'en serait pas là. Tout ce qui a été fait dans ce pays depuis 1962, c'est l'armée. En bien ou en mal. Moi, je ne veux pas poser en trébuchet de la justice. Mais en fait, si nous sommes un pays, si nous ne sommes pas un État de droit, c'est à cause de l'armée. Si la justice n'est pas indépendante, c'est à cause de l'armée. S'il n'y a pas de séparation de pouvoir, c'est à cause de l'armée. Si les présidents sont systématiquement désignés, et par qui? C'est par l'armée. Donc on ne peut pas dire, non, c'est juste Gaye Salah, l'armée n'a rien à voir, c'est une armée républicaine. Vous ne pensez pas? C'est une casse. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Je vous ai dit que jusqu'ici, ce sont des décideurs à l'intérieur de l'armée, déjà qui avaient kidnappé la révolution en 62 et qui ont continué. C'est une caste qui a pratiquement le même âge. Je n'aime pas entendre aujourd'hui, des décennies et des décennies plus tard, entendre des généraux sanguinaires. Aujourd'hui, le général, il a la cinquantaine. Il avait quel âge, lui? À 30 et 40 ans, et c'était un jeune adolescent. Non, il ne faut pas rentrer dans cette confusion-là. C'est une caste, c'est une génération. C'est une génération inculte qui n'y comprend rien du tout, ni aux lois, ni à la Constitution, ni comment fonctionne une république démocratique. C'est une génération qui va s'en aller, mais il est hors de question de remonter un peuple contre son armée ou l'inverse, parce que vous me dites, c'est à cause de l'armée. Non, c'est à cause d'une génération, de certaines personnes, mais si moi je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers de militaires qui ont lutté contre le terrorisme, qui ont aussi apporté la paix, et aujourd'hui qui sont au niveau des frontières, à défendre les frontières. Et je tiens à rendre hommage à tous nos militaires. Merci, Amira Bouraoui. Idil, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire une chose, c'est que par rapport à la solution, parce que là, si on va vers l'analyse de ce qui se passe, le périmètre dans lequel évolue actuellement l'Algérie avec l'état-major, on sait que c'est un processus anticonstitutionnel. Ce qu'il faut peut-être dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, mais quels sont les enjeux aujourd'hui? Or, il y a deux vecteurs. Soit la transition se fait dans le cadre et dans l'ordre institutionnel, c'est-à-dire la démission, l'application de l'article 102, on rentrerait dans un processus organique qui va être initié par ceux qui nous ont amené la faillite. Ou alors on décide que la Constitution doit être mise de côté, que la rue doit s'émanciper, que la rue qui a surgi comme ça pour couper la bipolarité pseudo-opposition et l'armée... Par référendum populaire. Ça, pour moi, c'est un référendum, cette majorité silencieuse qui a décidé de ne plus être la touriste de sa propre existence. Voilà. Ça, c'est deux. Par contre, aller à analyser l'armée, M. Gaye Salah, etc., M. Gaye Salah, il me semble que dans les mois à venir, ce sera qu'un mauvais souvenir. Cette jeunesse doit s'ouvrir, cette jeunesse doit décider... On en a même parlé en off, on se posait la question, tous ces manifestants, comment peuvent-ils être représentés dans le cénacle de transition? Moi, mon avis, je n'ai jamais donné mon avis à titre personnel, une transition s'impose. On ne peut pas aller à des élections présidentielles dans une séquence historique telle que celle que l'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a trop de questions qui restent en suspens. Et nous allons revenir justement tout à l'heure sur le cas de la transition que vous venez d'évoquer. Sinon, Tariq Ben Warqa, sur ce sujet de l'armée qui est omniprésente dans la décision politique, qui s'en défend
mais qui n'en est pas moins présente. Bien sûr. Omniprésente. Aucun Algérien n'est dupe. Voilà. Et donc, il se trouve encore des gens qui sont en train de dire non, c'est Gaïd Salah, et les officiers qui sont autour de lui. C'est comme si on refusait de désigner les choses par leur nom. Peut-être, mais vous avez sans doute raison, Jamal Eddine, mais je pense que c'est un cheval de Troie pour nous amener à réfléchir ailleurs que là où il faudrait être. Je pense qu'il y a beaucoup de pays modernes et démocratiques qui n'ont pas de constitution. Le Royaume-Uni, pour souvenir, je crois, n'a pas de constitution, et pourtant c'est la mère des démocraties occidentales. Oui. Et on le voit à travers ce qui se passe même dans les moments douloureux que traverse le Royaume britannique. Il y a des choix qui se font sur le terrain démocratique et qui peuvent remettre en question le pouvoir qui est en place, sans que pour autant ça soit un problème de sécurité du peuple britannique. Pour autant, hein, ce sont des choix qui se font parfois douloureusement, mais avec maturité. Voilà, mais je ne veux pas comparer. Voilà, je voulais pas comparer. Je voulais simplement dire que cette histoire à des échelles dire que la Constitution n'est pas un problème, que effectivement le vrai problème c'est la manière, la façon et la date, les délais avec lesquels nous allons pouvoir, nous, le peuple algérien dans son intégralité, reprendre les mains et les guides de notre pays. Et la manière avec laquelle nous allons pouvoir introduire cette transition qui doit se faire le plus rapidement possible, il n'y a pas de raison objective pour qu'elle ne puisse pas se faire de manière ordonnée et rapidement. Je suis certain que la fonction publique algérienne est compétente et ne demande qu'à voir un aube nouveau se lever sur le pays et avoir des satisfactions autres à voir son pays se développer. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Et il en va de même de l'élection. Je pense qu'il faut laisser le temps, peut-être, et là je m'exprime en tant que citoyen, avec ma propre opinion et mon propre libre arbitre. Je pense qu'il faut laisser le temps à compte tenu du désert démocratique dans lequel nous vivions pendant tout le temps, depuis la nuit des temps, voilà, depuis l'indépendance, et la difficulté vers laquelle ça nous a amenés dès que l'indépendance, là je reprends les souvenirs de mon père, ce coup d'État qui a été là, ce mot d'ordre de tout le monde se tait, il n'y a pas d'autre opinion que celle qui est émise par le pouvoir, par les armes. Tout ça est une parenthèse qui doit se fermer aujourd'hui, et avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que l'armée doit rentrer dans ses casernes, remplir son devoir sacré et régalien, avoir les moyens de le faire. La police doit gérer ce qu'elle doit gérer. Les juges doivent, et je pense que la justice, qui est un pouvoir... C'est un tout, là on est d'accord. Là, pour répondre là, à vous ce que déclinez tu dis, un programme ce que vous politique, alors que disiez, nous avons un problème... Mais vraiment, voilà. c'est pas un programme politique, c'est un postulat de citoyen. Tout à fait. J'exprime pas mes opinions et ma partialité politique. Non, j'essaye de parler en tant que citoyen, oui, tout à fait. et de me dire, la police, elle doit être à sa place. Les juges, ils sont bien fondés pour savoir quel est le droit algérien. C'est l'état de droit qu'on veut installer, voilà, Et vous pensez que ce régime pourrait partir comme ça, la queue entre les pattes, sans faire de problème, accepter de se plier à la formidable demande des Algériens? Vous pensez qu'il ne va pas user de tous les moyens possibles et imaginables pour s'incruster? Ouais. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Par contre, en face, il y a 40 millions d'Algériens. Et 40 millions d'Algériens qui s'adressent à leur maître. Non pas... Attendez, je précise le sens de ma phrase. Nous, les Algériens, ce que je veux dire, nous, les Algériens, nous disons à ces gens-là, on ne parle plus avec vous, on parle avec vos maîtres. Et on dit à vos maîtres, vous nous lâchez les baskets. Je le dis gentiment, je le dis clairement. J'appelle les grandes puissances de ce monde, qui se sont d'ailleurs vues récemment à l'Élysée, pour notamment deux d'entre elles, la France et la Chine, pour sans doute aussi un petit peu évoquer l'Algérie, c'est ce qu'on m'a raconté, à mesurer ce moment très important qui concerne autant l'Algérie que la France. Nous sommes
un certain nombre d'Algériens dûment français, et pas que seulement de papier, mais nous exerçons aussi notre pouvoir démocratique en tant que citoyens français en disant la France et cette paternalité, ce paternalisme, cette gestion outrancière de notre liberté, de nos biens, de nos matières premières, khalas, basta. Comment il faut le dire? C'est fini. Et qu'est-ce qui le dit, ça? Ce sont des masses, ce sont des gouttes qui font déborder la baignoire. 65% d'une population jeune qui a toute sa vie là devant pour se battre pour son pays. Et vous savez que Avec des fleurs. depuis le début des mouvements, il n'y a plus de haraga. Mais j'en suis enchanté. C'est incroyable. J'en suis enchanté. Ouais, Et c'est une brûlure dans c'est nos cœurs. hautement significatif. Mais bien sûr. Alors, nous avons avec nous Adel Jabbar. Nous n'arrivons pas à joindre Borhan Messir. J'espère que la régie va continuer d'insister parce que c'est très important de l'avoir au bout du fil. Adel Jabbar, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et puis salut à tous les téléspectateurs et à vous inviter sur le plateau. Merci. Alors, Adel Jabbar, avant de parler de cette histoire d'article 102, le Conseil constitutionnel, ça vient de tomber, hein, s'est réuni finalement et il a opté pour deux communiqués tout à fait hallucinants. Alors, il laisse le choix à la famille Bouteflika d'opter soit pour la démission, soit pour une déclaration de vacances du pouvoir. Et sachant que les deux options ne donnent pas suite au même processus, puisqu'en cas de démission, il n'y a que 45 jours de délai pour organiser les prochaines élections. Alors que si c'est vacation pour des raisons médicales, ça prendra 45 jours et 90 jours, pardon, c'est 90 jours maximum. Alors, et l'autre déclaration du Conseil constitutionnel, il dit s'être réuni à la demande de l'armée. Rien que ça. Alors que la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel s'autosaisit et qu'il est le seul à pouvoir s'autosaisir. Moi, je pense qu'au-delà des formes, le fond n'a jamais existé en Algérie. C'est un pays qui a toujours été dans l'inconstitutionnalité. La Constitution, les lois, le droit, ce ne sont que des feuilles de papier qui servent d'accoudoir ou de coussin pour s'asseoir dessus. Je suis très content que ce soit l'armée aujourd'hui qui s'est clairement exprimée, qui est sortie de derrière les rideaux pour dire c'est moi le boss, c'est moi l'employeur, c'est moi qui fais et défais les présidents. Elle est venue. Elle a installé Bouteflika comme elle a installé tous les présidents qui l'ont précédé. Aujourd'hui, elle a décidé de le renvoyer. Elle le renvoie. Elle est très gentille en lui laissant le choix de décider lui-même de ce qui va advenir. Maintenant, Bouteflika est pour nous mort depuis 2013. Je parle du véritable Bouteflika informel, celui qui a effectivement accaparé ou s'est accaparé des armoiries de la République, du cachet de la République, et qui a été le seul véritable portier de la présidence. Personne n'avait accès à ce président. On se rappelle quand il a été hospitalisé au Val-de-Grâce. Il a fait un mur où il s'est permis de priver de visite tous les responsables algériens, y compris le Premier ministre. C'était lui qui gérait ça. Bon, qu'on ne nous dise pas que Saïd Bouteflika est une victime expiatoire de l'armée. C'était l'un des responsables de ce désastre. Le président Bouteflika est le principal responsable de notre déconfiture, de notre désastre. C'est un monsieur qui est venu, c'est pas un homme d'État, ça a toujours été un homme du pouvoir, fou du pouvoir. Il a violé la Constitution, il l'a ajusté à ses besoins, il a concentré tous les pouvoirs constitutionnels de son pays. Quand il est tombé malade, le pouvoir s'est disloqué. Il est devenu justement, Adel Jabbar, vous avez appris cette information relayée par Chorouk qui nous apprend que les employés, que les fonctionnaires du bureau de M. Saïd Bouteflika et les rédacteurs se sont mis en grève, qu'ils menacent de rejoindre le mouvement citoyen et qu'ils déclarent que c'était Saïd Bouteflika qui écrivait les lettres du président et que c'était eux-mêmes qui procédaient à la rédaction technique
et que le même Saïd Bouteflika dispose dans son bureau des sceaux de la République, ceux qu'on appose sur les décrets. Non, non, ça ne me surprend pas. C'est une information qui vient sur le tas, mais qui ne doit pas nous surprendre. Moi, j'ai écrit un article il y a 5 ans de cela. L'intitulé de l'article était Le portier de la République. Quand je vois le Saïd Bouteflika, conseiller de son frère président, prendre la voiture blindée, venir dans des cimetières avec le garde-corps et le chef du protocole de la présidence, je me dis, c'est le président de fait. Il n'a jamais caché. Donc, cessons de notre petite myopie pour essayer de disculper quelqu'un qui a participé au crime contre ce pays-là, au désastre, au vol, à la dilapidation. Et vous n'avez pas l'impression, Adel Jabbar, qu'ils sont à couteau tiré maintenant, qu'ils sont en train de se tirer dans les pattes? C'est un bateau qui est en train de prendre de l'eau. Les rats, chacun pour soi, essayent de se trouver une petite ouverture pour plonger dans l'eau et se sauver. Ça fait partie de la nature humaine. Quand le chef n'est pas là, c'est la débandade. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des ralliements extrêmement suspects de gens qui, il y a à peine 2 mois, se trimballaient fièrement avec un cadre pour élire un cadre. Ils ont traficoté tout. Moi, je serais curieux de voir les 6 millions de gens qui ont signé, je ne sais pas comment on l'appelle, l'Istithmarat ou l'Istithmarat, ou je ne sais pas quoi. Istithmarat de Bouteflika. Où sont-ils, ces gens-là? Qu'est-ce que vous pensez des déclarations, par exemple, de ces gens dont vous nous dites que vous décrivez comme des ralliements douteux? Monsieur le numéro 2 du RND, Chihab Saddiq, qui a déclaré, alors que c'était l'un des plus fervents supporters de la candidature de Bouteflika, qui nous a déclaré que ce n'est pas Bouteflika qui était aux affaires, c'était des gens qui décidaient pour lui, qu'il est très malade, et pire que ça, qu'il est une tumeur cancéreuse du système. Lui, c'est aussi une tumeur. Son chef est une tumeur. Tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce système et de ce régime criminel, prédateur, voleur, sont tous complices, qui n'essayent pas de se disculper aujourd'hui pour jeter la balle sur l'autre, pour jeter l'opprobre sur quelqu'un d'autre. Bouteflika est venu, il a créé cette basse-cour de bandits, de voyous, et ils se sont accaparés ce pays, ils l'ont privatisé. Que ce Chihab ou Yahya que j'ai écouté hier ou j'ai lu, qui disait aussi, je recommande à Bouteflika de démissionner, mais c'est des gens qui essayent de se sauver la peau. J'ai écouté des caciques du FLN qui, il n'y a pas si longtemps, nous insultaient, nous méprisaient, nous prenaient pour des demeurés en train de dire nous rallions le peuple, nous écoutons le peuple, ne nous excluez pas, il n'y a pas de... Moi, je leur dis une chose, cette révolution extraordinaire qui a été... ou qui est en train d'être réalisée par le peuple algérien, n'a pas pour objectif la vengeance. Parce que si on se venge, on devient aussi sauvage qu'eux. Elle a pour but de libérer l'Algérie de cette chape de plomb, de renvoyer la dictature chez elle et de permettre aux Algériens, pour lesquels des échéances extrêmement dures sur le plan économique et social viennent à court terme, pour reconstruire restez avec nous, restez avec nous, je reviens à vous, restez avec nous, Adel Jabbar. Nous avons réussi à joindre notre ami Borhan Messir. Merci Borhan Messir d'être des nôtres. Borhan Messir. Ah, on l'a encore perdu. Alors, c'est dommage. Idir, Oui. on parlait de transition tout à l'heure. Comment vous la voyez, vous, cette transition? Je précise ma question. Moi, je ne vois pas une transition. Elle doit être menée par des instances, par des hommes, par des personnalités, lesquelles, dans des conditions normales, devraient être élus. N'est-ce pas? Or, en l'occurrence, il n'y a pas de possibilité de procéder à des élections. Et il n'y a pas de possibilité de procéder à des désignations de quelque part que ce soit, puisque les Algériens aujourd'hui ne font confiance à personne. Donc, comment voyez-vous cette transition? Comment... C'est-à-dire... je vous interromps, parce que nous arrivons à voir Borhan Messir et qu'il est très difficile. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir M. Benchino, bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Difficile de vous avoir depuis tout à l'heure.
Absolument, absolument, je n'arrive absolument. La connexion est très très mauvaise, absolument. Alors, Brahim Messir, vous avez entendu parler de, je présume, de ce qui vient de tomber sur le Conseil constitutionnel. Je ne vous donne pas le détail, vous devez le savoir mieux que moi. À l'instant, parce que là, je viens de rentrer de l'extérieur. C'est à l'instant que c'est... Ah, vous ne savez pas. Donc, je vais me faire le plaisir de vous l'apprendre pour vous faire sauter de votre siège. Attachez vos ceintures, alors. Le Conseil constitutionnel, d'abord, déclare s'être réuni à la demande de l'armée. Il a émis un communiqué dans ce sens. Le Conseil constitutionnel s'est réuni à la demande de l'armée, et d'un. Et de deux, le Conseil constitutionnel laisse le choix à la famille Bouteflika, pas au président, à la famille Bouteflika, ou à Bouteflika et à son frère, soit de démissionner, soit de laisser le Conseil constitutionnel déclarer l'état de vacances. Voilà, je vous ai tout dit. Et là, ça confirme encore une fois qu'on travaille dans un cadre hors constitution. Déjà, la saisine du Conseil constitutionnel, l'armée n'est pas nullement habilitée à saisir le Conseil constitutionnel. Et de deux, le Conseil constitutionnel ne fait pas des propositions. Le Conseil constitutionnel statue sur des positions statutaires. Soit il y a un cas, dans le cas du président de la République, soit c'est un cas d'empêchement pour incapacité physique, soit c'est une démission, soit la qadar. Et ça, c'est un décès. Donc on est encore dans le flou. Et cette situation explique maintenant exactement ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Maintenant, si vous permettez, on peut revenir en arrière par rapport au 22 février. Autant que depuis maintenant plus d'un mois et demi, la situation a été un petit peu confuse et on ne voyait pas le bout du tunnel, autant ces dernières 48 heures, maintenant les choses s'éclaircissent et on commence plus ou moins à comprendre ce qui se passe actuellement au niveau du plus haut sommet de l'État. Vous avez d'un côté, il y avait une déclaration de l'ex-conseiller de Zaroual, M. Ali Mabroukine, qui avait dit que le président Zaroual était disposé à prendre le relais d'une période de transition pour 6 mois ou pour une période déterminée, à condition qu'il soit épaulé par un certain nombre de personnalités. Je crois qu'il avait cité 2 ou 3. Également, cette option, cette probabilité a été confortée par des informations qui ont circulé sur les sites électroniques, faisant état que de très proches personnes de Zaroual auraient été reçues au niveau de la présidence. Cela confirme, si ces gens-là ont été reçus au niveau de la présidence, ça veut dire que la première partie, qui est la partie de la fratrie et du clan très rapproché du président de la République, veulent maintenant que le président de la République aille jusqu'au 28 avril et qu'il parte en essayant d'instaurer une période de transition avec bien sûr le choix des personnes qu'ils auront eu à déterminer. Cette partie-là, cette première partie de l'échiquier est en train de voir une autre deuxième partie qui est en train de tout faire pour que cette option que le président aille jusqu'au 28 ne se réalise pas et que le président parte avant la date du 28 avril, soit il démissionne comme ça a été dit par Ouihia et également épaulé par d'autres personnalités, soit en faisant valoir le... Mais Brahim Messir, une question pour vous justement, qui êtes spécialiste un peu de ce genre de questions. Si Bouteflika ne démissionne pas et si l'article 102 n'est pas instrumenté, à la fin du mandat du président, qu'est-ce qui pourrait se passer puisque les élections ont été annulées, il y aurait un vide institutionnel? Tout à fait, mais maintenant on ne parle plus de la Constitution parce que vous avez vu, le premier garant, le premier protecteur de la Constitution et des lois constitutionnelles, c'est bien le Conseil constitutionnel et vous m'avez lu ce qu'il a rendu comme décision. Maintenant on n'est plus dans ce cadre-là. Mais cette option-là que le président aille au bout du 28, personne n'est d'accord sur cette situation-là. C'est-à-dire, tous les gens s'accordent à ce que soit le président parte avant le 28, soit il part le 28, bien évidemment en laissant une période, du moins en choisissant les zones pour la période de transition. Mais ce qui est clair, ces deux parties, quand j'ai commencé à expliquer la situation, la partie représentée par le chef d'état-major actuellement veut coûte que coûte, peut-être, je ne sais pas, par rapport à M. Zaroual, par rapport à des personnalités qui vont peut-être prendre le relais durant la période de transitoire quand il n'y a plus d'application de la Constitution, le chef d'état-major veut coûte que coûte appliquer l'article 102 pour que le président parte avant la fin de son mandat et qu'il y a une option, il y a une solution constitutionnelle qui s'offre et qu'il n'y ait pas le flou par rapport à la désignation mais si le président part des suites de l'application de l'article 102, ça voudrait dire d'un côté
qu'ils vont avoir, surtout s'il est empêché pour des raisons médicales. Ils auraient donc 135 jours. 45-90. Voilà, 45-90. Ça veut dire qu'ils auraient 4 mois de marge, déjà. Et de l'autre côté, ils auraient la possibilité de désigner le président du Conseil d'État, du Sénat, pour préparer les élections. Mais dans le cas contraire, s'il n'est pas empêché, s'il part à la fin de son mandat, rien n'est prévu dans la Constitution. On l'a perdu. Alors, je vous laisse poursuivre avant de revenir à Adélia. Oui, ce que je voulais dire dans les propos de M. Messire, quand il dit que M. Ali Mebroukine ait mis sur la place publique les désirata ou le souhait de M. Zeroual et de ses proches collaborateurs, et qu'ils auraient été reçus à la présidence de la République, mais c'est surréaliste, je veux dire. Ce n'est pas possible. Vous voyez, vous, M. Zeroual, présider l'instance de transition alors que le président de la République est en place. D'autant que M. Messire disait que les collaborateurs avaient été reçus à la présidence, à la limite. Mais ça ne peut pas tenir la route en termes d'arguments. Par rapport à cette transition, si nous sortons du cadre légal ou illégal, suivant qu'on soit dans la Révolution ou ailleurs, du cadre constitutionnel actuel, il y a toute une architecture à mettre en place. Je crois qu'il y a beaucoup de personnalités. Mais du temps, oui. Comment voyez-vous la possibilité de trouver des modes ou d'autres de transition, de façon concrète? De façon concrète. Est-ce que vous voyez déjà quelque chose? Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire en termes d'archives, faudrait-il encore que tous les corps intermédiaires puissent déjà en débattre? On n'a plus le temps maintenant. Il y a des images qui sont sorties, des images médiatiques et politiques qui sont sorties lors de cette révolution et de toutes ces marches. Il faut dire aussi que le fait d'être dans cet éventuel triumvirat où 3 ou 4 personnes chargées de conduire la transition, ils ne doivent pas aller aux élections présidentielles, ce qui veut dire de facto que... Oui, mais au nom de quoi? Ça veut dire sur la base de quoi? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de personnalité consensuelle, et il n'y a pas le mode de désignation. Qui aurait la légitimité de désigner un tel ou un autre? Aucun. Voilà. Ça peut se faire de manière consensuelle, mais on peut trouver les mécanismes nécessaires pour y arriver. Et le référendum, comme il est en train de se passer en ce moment, est-ce qu'il est possible de l'adopter comme mode de désignation? Quasiment par plébiscite. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas tout décider en une seule question ou une série de questions. Ça serait justement commettre des erreurs comme par le passé, à mon sens, à moi. Et je pense, pour enchaîner sur ce que disait Siedir, c'est que je pense que le temps n'est pas à la désignation d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle république. Je pense qu'il faut d'urgence que d'abord ces gens partent et que nous avons assez de continuité de l'État. oui, mais la continuité de l'État, elle a été assurée pendant toutes ces années, vaille que vaille, malgré tous les maux et les coups causés à l'État et ou à l'État de droit par des fonctionnaires qui, à mon avis, je ne les connais pas pour être assez docte pour en parler, mais qui me semblent être capables de gérer la police, la santé, les tribunaux, les affaires courantes, la poste, les choses, et qu'on a suffisamment d'hommes et de femmes de valeur qui peuvent être appelés par le peuple dans un temps limité pour permettre au pays et aux partis politiques qui ont été massacrés à l'état de se constituer. Mais non, il faut le faire maintenant, mais le peuple a raison. Oui, mais il y a des urgences. À travers ce que... Jamel, il me semble que le peuple dit, pour l'instant, à travers son mouvement massif, c'est pas le temps. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On n'est pas encore prêt. Parce que je pense que le peuple a raison. Je dis ça sans faire de populisme. Pour autant, il peut avoir tort aussi des fois, le peuple. On peut avoir tort tous, collectivement comme individuellement. Mais je pense que le peuple a raison dans sa grande sagesse. Il a compris que pour l'heure, la grande bataille, c'était de curer les cuves d'Augias. Les écuries d'Augias. Nettoyer les écuries d'Augias. Et ça prend du temps. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Et je vais vous donner le mot de la fin à tous les deux. Parce qu'on ne fait pas quelque chose de sain sur quelque chose de mal. Je vais revenir d'abord à Adel Jabbar. Adel Jabbar, comment voyez-vous
la sortie de ce qui se passe en ce moment, une transition. Comment opter pour une transition ou une autre? Comment désigner d'éventuelles personnalités qui pourraient s'en charger? Comment voyez-vous la situation? Ben, franchement, je vais peut-être prendre à contre-pied beaucoup de gens. L'application de l'article 102 en lui-même est venue un peu tard et représente très peu devant les revendications du peuple. Peu, trop tard. Cependant, Oui. peu et tard. Cependant, c'est déjà un premier pas dans le bon sens, si on veut réellement sortir de cette crise-là. Moi, j'ai eu la chance de vivre la transition démocratique en Pologne en 89. Nous étions pratiquement dans la même situation du temps du général Jaruzelski. Prononcer son mot équivalait à 15 ans de prison. Jaruzelski et le communisme et la dictature ont fini par reculer devant les coups de boutoir de l'opposition de Lech Walesa à l'époque, avec son syndicat Solidarność, qui avait compris que la force ne résidait plus du côté de la dictature, mais du côté des syndicats, parce qu'ils avaient l'appui du peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le pouvoir algérien a évacué tous les acteurs. Et tout le monde, tous les analystes disaient que, à la fin, il y aura la rue contre ceux qui détiennent réellement le pouvoir. C'est aujourd'hui un face-à-face terrible. Moi, je préconiserais, parce qu'il ne faut pas inventer l'eau chaude, il y a eu des expériences de transition démocratique depuis le début de l'humanité. Je citerai à titre d'exemple la Pologne et l'Allemagne de l'Est. En Pologne, Jaruzelski avait compris une chose. Il voulait impliquer avec lui l'opposition pour lui faire partager les atrocités, les désastres de la situation économique. Il n'a pas pu. Il a tenu une année. Il s'est engagé à ouvrir le champ politique. On a désigné un Premier ministre. Il est resté une année et il a disparu du trafic. C'est un monsieur qui est mort chez lui en Pologne. Deuxième cas d'espèce d'une dictature têtue. Et là, je parle pour me brancher tout à l'heure sur ce qui pourra arriver au général Gaït Salah, qui peut soit rentrer dans l'histoire comme un grand homme, soit rentrer dans la poubelle de l'histoire. C'est son choix. Il y avait Honecker qui s'est entêté. Il a été balayé parce qu'on a cassé le mur de Berlin, on a cassé la dictature. Et il s'est mis à se faire remplacer par le secrétaire général du Parti socialiste. Les gens l'ont balayé. Honecker est mort en exil en 1994 au Chili. Et nous allons arrêter là. Adel Jabbar, je suis désolé, mais nous arrivons à la fin de l'émission. Vous allez avoir 1 minute chacun pour le mot de la fin. Avec plaisir. En substance, d'abord, dire toute ma solidarité et notre solidarité à nos frères et sœurs et à nos compatriotes algériens qui nous rendent très fiers et avec qui on est de tout cœur et qu'ils sachent aussi notre détermination, nous aussi qui sommes là pour que les choses se passent, notre attention permanente, notre militantisme, notre engagement éternel pour qu'aujourd'hui, on ne lâchera pas le morceau, ça sera la liberté. Oui, alors, quoi dire encore? Il faudrait que les choses se règlent. Nous avons deux voies, soit aller vers, je parle des politiques qui auront amené cette politique-là, continuer l'ordre constitutionnel et proposer la feuille de route, c'est-à-dire démission ou pas démission, élection du futur président de la République, ça prendra le temps que ça prendra, puis rentrer dans une espèce de transition et éventuellement dans un processus constituant, ou ce que j'espère, moi, c'est pour ça que je donne un avis, c'est que la rue reprenne le pouvoir et qu'elle dise pas d'ordre constitutionnel, sans rentrer dans cette espèce de dictature de la vertu comme Robespierre, c'est aller vers une constituante, un triumvirat à la tête de l'État, un gouvernement de salut public et de compétences et un gouvernement commando, et ensuite le Cénacle qui est préparé l'élection de l'Assemblée constituante. Merci. Le coup de l'homme providentiel. Merci Dir Onoran, merci Tarek Benwarqa, merci Amira Bouraoui. Merci monsieur. Merci Khaddour Chouicha, merci Borhan Messir, merci Moustapha Hamouda, merci Adel Jabbar. Je rappelle juste que pour ce qui est du Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu d'image. On a rapporté des informations, mais il n'y a pas eu une seule image. Je rappelle aussi qu'on n'entend plus parler des personnalités les plus centrales de la situation en ce moment, qui sont le chef du gouvernement, M. Bedoui, le vice-premier ministre, M. Lamamra,
et le fameux, très fameux diplomate international, M. Brahimi, qui a disparu des radars. J'ajoute simplement, ni TEDJ, ni le MPA, ni le FLN, ni le RND. Rien du tout, disparu des radars. Et merci à vous, chers amis, de nous